Bonjour, très heureux de vous retrouver, chers amis. Merci de votre fidélité. Puis tout doucement, l'assiduité revient, les automatismes se recréent. C'est tant mieux pour suivre cette petite vidéo. Il y avait dans un livre récemment qui est sorti, un livre d'historien, d'un académicien, qui parlait d'un pays géopolitique. Au début du siècle, ce pays était gouverné par des fascistes extrémistes. Et l'un des résistants dans cette histoire savait le lieu de rassemblement de ce gouvernement de pourriture, et disait à ses amis, on sait où ils sont. Et en rigolant dans un rictus comme ça, ce résistant disait, il suffirait d'une bombe bien posée là, pour se débarrasser d'eux. Alors, il y a des républiques de salauds. Vous écrivez comme vous voulez, Salaud avec un P ou S-A-L-A-U-D, ou Salaud comme la République de Salaud, S-A-L-O accent circonflexe. Bref, des républiques de salauds, il y en a eu, et il y en aura encore, des républiques de salauds, et des moyens de s'en débarrasser, c'est pas la violence, c'est pas la bombe. La seule bombe dont ces salauds-là, entre parenthèses, ont peur, c'est la bombe populaire, des manifestations, des véritables révoltes populaires, mais avec un but politique, consciencieux, etc., en sachant d'instinct éviter les divisions ou les brebis galeuses qui seraient jetées parmi elles pour les détourner et les diviser, comme ce fut le cas, hélas, pour les Gilets jaunes. Mais l'idée est lancée de la révolution, de la résistance, elle est là. J'évoquais ça parce qu'effectivement, des républiques de salauds, il y en a pas mal. Même si on ne connaît pas les noms, il suffit de suivre son regard et de regarder ça et là. Je voulais évoquer quelqu'un qui fait beaucoup de mal et qui est un opportuniste, une espèce de trissautin. Un trissautin, les trissotins osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, autrement dit les cons osent tout. Il s'appelle Martin Hirsch, qui est responsable des hôpitaux de France et qui a su, par sa ruse, sa convoitise et son opportunisme, endormir l'abbé Pierre et d'entrer à la tête des Emmaüs et donc de les pourrir de l'intérieur. Ça a été dévasté de l'intérieur. Il s'est servi de l'image de l'abbé Pierre en l'endormant et en prenant quasiment possession de l'image positive des Emmaüs et de l'abbé Pierre pour le ronger de l'intérieur. Et ce monsieur était finalement, on va dire, un loup dans la bergerie, et il s'est servi de cette bonne cause pour rentrer dans tous les gouvernements. Aujourd'hui, il est d'un des plus fins limiers, ils sont nombreux les limiers, les trissautins, dans la bande à Macron, mais pour travailler. Ce trissautin, juste médecin, a osé même prendre de haut le professeur Didier Raoult en lui donnant des coups de semonce, en le critiquant, et même en le menaçant même de le vider de l'IHU de Marseille. C'est vous dire l'arrogance et l'opportunisme. Ce même monsieur, qui s'est rapproché aussi de Xavier Niel, lui a vendu pas mal d'hôtels particuliers, des biens qui appartenaient donc aux Emmaüs pour une bouchée de pain, chose que Xavier Niel, autre opportuniste, autre turiféraire, trissautin milliardaire de la Macronie, s'est empressé de vendre à gros prix. Alors Xavier Niel, c'est le petit copain de Mimi Marchand, vous savez, celle qui s'occupe de la presse poubelle et qui fait l'image de la Macronie et des membres du gouvernement aussi, avec son pourri match, et qui récemment était en prison d'ailleurs. Et la première personne qui l'a appelé en sortant de prison, devinez qui? J'ai du mal à le dire, hein, la première dame de France, ouais, enfin elle a de France que le nom, hein, elle l'a appelé, et le dialogue entre elles au téléphone a été retranscrit par Mediapart. Franchement, ça parle comme une racaille entre elles, hein. Enfin, le propos, c'est quand même assez zarbi d'une première dame qui croit que l'État est à elle, que le service de sécurité est à elle, et qu'elle peut s'en servir à son gré pour parler quand même d'une reprise de justice. Alors elle et Xavier Niel, Mimi Marchand, ont fait de la prison, l'autre pour de la pornographie, voire prostitution au début, et elle pour trafic de drogue et aujourd'hui trafic d'influence. Elle est proche aussi évidemment du couple Carla Bruni-Sarkozy. Quand Sarkozy a des problèmes effectivement avec la justice, de vrais problèmes, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, elle leur crée, de l'autre côté, elle crée la bascule dans l'opinion pour lui offrir quelques reportages sur Carla, son mari, sur leur fille, etc. Elle dévoile sa vie privée et elle en fait une victime. Mimi Marchand, elle est de l'intérieur du système, elle connaît, etc. Et elle fait partie de toute cette alchimie de la Macronie, du système en place qui a pris dans ses fourches tout un pays et tous ses moyens d'information. Alors le confinement continue, hein, la gestion de la crise pénitentiaire. Pourquoi je dis pénitentiaire? Non, pénitentiaire, pardon. Enfin, on a l'impression d'être dans un grand
pénitencier, plutôt une pénitentiarisation de la société française, un enfermement, une espèce de punition collective où tous les jours, toutes les semaines, il y a un nouveau variant selon les vaccins qu'on nous envoie. C'est ce que disait d'ailleurs très justement Didier Raoult, il y a plus d'un an, le Remdesivir, qui était tout sauf un médicament, sauf une façon de soigner, était justement ce Remdesivir un moyen de créer les variants. Ça n'a pas raté. D'ailleurs, 3 jours avant, après que la communauté européenne ait signé pour 1 milliard de Remdesivir, qui ne sert absolument à rien et qui a été infligé à pas mal de gens, eh bien l'OMS, qui joue un drôle de jeu, qui ne voudrait pas se faire prendre et qui joue un peu aux brigands et aux sauveurs, 3 jours avant, après la signature du milliard de Remdesivir, a déclaré, peut-être qu'elle n'a pas eu les pépettes qu'elle voulait, a déclaré que le Remdesivir était contre-indiqué. Elle savait que le chèque était déjà signé à la communauté européenne qui a méprisé les députés qui demandaient des comptes, le coût des doses, etc. etc. Et c'est comme ça, finalement, cette alchimie entre le gangstérisme, entre la combination, comme diraient les Italiens, que se gère ce pays et cette Europe depuis très longtemps. De Gaulle avait raison de parler de vaste bazar, pour pas dire de vaste lupanar, de vastes maisons closes, de vastes maisons de passe, que cette Europe est gérée avec la complicité de prétendus patriotes comme Schuman ou son acolyte dont je vous ai parlé la semaine dernière. À cette même époque, quand De Gaulle repoussait avec mépris, en sachant ce qu'il faisait, cette Europe de gangsters, cette Europe de multinationales ou d'actionnaires, comme le disait ce même Jean Gabin dans le film Le Président, dialogue d'Audiard, cette Europe qui est devenue un truc d'actionnaires, de multinationales, c'était dit dans le film il y a plus de 50 ans. C'est complètement vrai aujourd'hui. Il faut quand même un petit peu ouvrir les yeux, regarder les bons films et de regarder aussi, j'ai envie de dire, les bonnes vidéos. Dans la journée, j'ai regardé brillamment ce que disait Juan Branco, qui était l'invité d'Éric Murillo. Allez voir cette vidéo. Juan Branco, l'invité d'Éric Murillo, il dit beaucoup de choses sur la gestion et sur la résistance et les menaces dont il serait victime par la puissance occulte qui est en place par rapport aux choses qu'il dénonce avec argument et source aussi. Donc Juan Branco écrit un livre qui s'appelle 13 à table, où il essaie de mettre en scène comment ces messieurs gèrent et sont en train de dépecer tout un pays. Sourcé évidemment, et il parle justement dans le détail de Martin Hirsch. Sur un autre site dont je vous ai parlé la semaine dernière, je vous incitais à aller voir aussi la vidéo de Blast qui met en avant, qui met en exergue une affaire d'État considérable qui est bien pire que l'affaire Benalla. Vous savez, Benalla, le voyou, le petit barbouze qui était le préféré ou la préférée du président, dont le président disait d'ailleurs, lorsqu'il était, le président s'étant réuni sa cour à la maison d'Amérique latine à Paris et disait qu'il vienne me chercher. Le fanfaron. En pleine année Molière, c'est le parfait Tartuffe. Macron, s'il veut jouer, s'il veut se recycler au Cinoche, il pourra forcément faire un bon Tartuffe. Oui, alors à cette même époque, on parlait de Benalla qui est encore protégé, on ne sait pas grand-chose des raisons pourquoi il jouissait d'une telle protection et d'une telle permissivité avec ses passeports, etc. C'était considérable cette affaire aussi. Eh bien, Colère, l'affaire Colère, K-H-O-L-E-R, est pire. Elle est considérable, elle a de quoi faire sauter, comme disait Christine Devier-Jancourt au sujet de l'affaire Elf, elle a de quoi faire exploser 100 fois la République. Mais tout est sous contrôle, les médias appartiennent à des petits copains. À cette même époque où le général de Gaulle rejetait avec mépris et connaissance et intelligence et patriotisme, général de Gaulle rejetait donc cette Europe de connivence et de banquiers. Pourquoi? Eh bien en 1945, il nationalise les banques. Ce que Mitterrand va lui privatiser avec Jospin et toute la clique, ils vont privatiser les banques. De Gaulle avait compris que le problème venait de la finance, et donc très vite il prend le contrôle, mais eux, c'est la finance qui a pris leur contrôle, à ceux qui nous gèrent depuis un moment. De Gaulle va aussi vouloir déconcentrer la presse, autrement dit, gérer une presse pluraliste. Aujourd'hui, c'est le contraire. Macron travaille avec Hollande et Sarkozy, surtout pour la concentration de la presse, pour les avoir aux mains de leurs amis, pour leur servir des intérêts incommuns, vous comprenez? C'est un peu la combinaison, l'opération politico-médiatique.
Et André Malraux, à cette même époque, prenait la parole. Et quand André Malraux écrira « Le XXe siècle, qui est derrière nous, sera religieux ou ne le sera pas », on n'a pas trop compris. Il ne voulait pas envoyer les gens dans les églises. Les gens ont tort, d'après moi, de ne pas aller dans les lieux de culte. Les gens ont tort d'avoir oublié la spiritualité, sans appartenir forcément à une chapelle ou à un temple, mais la spiritualité, dans un lieu de silence, c'est quelque chose d'important qui nous recentre dans ce qu'on est et qui nous donne encore un regard neuf sur le monde. Et je pense qu'on peut se passer de beaucoup de choses matérielles, matérialisantes, et donc qui nous esclavagent, qui nous mettent en esclavage ces choses-là matérielles. L'esprit nous libère un peu. Malraux disait que si la spiritualité n'est pas au centre du quotidien des gens, ce pays sera sous le contrôle du matérialisme et donc des loups, des hyènes. C'est ce qui s'est passé parce qu'on a perdu le contrôle de la spiritualité. Nos gourous sont médiatiques, nos gourous sont télévisuels, nos gourous sont ceux de la télépoubelle et la poubellisation de nos maisons, de nos cerveaux et des enfants. La poubellisation est partout, on nous sert des déchets comme étant, on nous les sert comme étant des parts de choix, des parts de roi, alors qu'on nous sert tout simplement du détritus, de la sous-culture, de la sous-information, de la désinformation, et donc de la propagande finalement. Malraux avait raison de dire, il faut que ça remonte vers le haut, vers l'esprit. Effectivement, la spiritualité peut aussi sauver les gens. Aujourd'hui, la domination, vous le savez, elle est dans les mains de quelques-uns. Voltaire d'ailleurs, c'est ancien cette histoire, hein, elle date depuis très longtemps, cette mainmise d'une petite élite, d'une oligarchie douteuse, malodorante, mal intentionnée, a fait main basse depuis très longtemps via la finance sur l'opinion et sur le peuple. Voltaire avait raison parce qu'il faisait partie de l'oligarchie. C'était quand même une ordure entre nous, Voltaire. On nous le vend très très mal, vous savez, comme étant un homme de liberté, de tolérance. Permettez-moi de faire un doigt. C'est tout le contraire. C'est vraiment une ordure, ce gars-là, pour tout ce qu'il a pu faire. Et je vous signalerai une femme qui en parle très très bien, une historienne du XVIIIe siècle, qui dit sa réalité de ce qu'est Voltaire. Voltaire disait, une société bien organisée est une société où la minorité gère la majorité, cette majorité, autrement dit le peuple, travaille pour cette minorité, cette même minorité qui contrôle le peuple. Eh bien, c'est plus vrai que jamais, puisqu'aujourd'hui, il suffit de voir comment la police est partout, elle est payée par le peuple, et c'est elle qui brutalise le peuple. Elle est payée par le peuple pour protéger une minorité qui ne contribue à rien. C'est ça, une minorité qui contrôle le peuple grâce à sa police payée par ce peuple. Ça, c'est une des grandes contradictions, c'est un des paradoxes sur lesquels il faudra peut-être un jour s'interroger, chers amis. Je voulais évoquer un dernier petit sujet, chers amis, après le merveilleux André Malraux. Oui, la spiritualité, c'est quelque chose de très très bien. Bon, je vais oublier des choses, pardon. Vous vous rappelez quand même cette citation de Monterland, homme magnifique, Monterland, s'il en est. C'était un fou de tauromachie, Monterland, au passage. Hein. Jacques Brel, d'ailleurs, dans un de ses chansons, d'ailleurs, Les Taureaux, il évoque Monterland. Et Monterland était un fou de taureau, il va même taurer dans sa jeunesse, il va être blessé, etc. Et va beaucoup écrire autour de la tauromachie. C'est un grand écrivain, c'est un grand voyant aussi, qui se donnera la mort. D'ailleurs, il disait, un homme ne doit pas vivre tant qu'il peut, mais tant qu'il doit. Il mettra fin à ses jours parce qu'il va choisir sa destinée. Il n'était pas fou, c'était sa façon de voir les choses. Monterland disait aussi, les fascistes, je vous l'avais dit la semaine dernière, le fascisme commence avec des fous, se poursuit grâce à des salauds et perdure grâce à des cons. Ne soyons plus les cons. Renaud chantait il y a quelques années Hexagone. Dans cette chanson, il disait, en fin de chanson, en chute, Renaud disait si le trône du roi des cons était vacant, il y aurait 50 millions de prétendants. Autrement dit, nous les 50 millions. Je pense qu'aujourd'hui, si le trône du roi des cons était vacant, nous serions 67 millions. Pardon d'être aussi dur, mais je trouve qu'on n'est pas très nombreux, pas assez nombreux à résister. Donc, de placer cette bombe dont je vous parlais en début d'émission, cette bombe symbolique, cette bombe de la révolution et de la révolte et de la prise de conscience. La dignité de ces hommes qui nous gouvernent n'a jamais été au centre
pour nous défendre. En fait, ils ont toujours été là pour défendre leurs alter ego, autrement dit tous ces hommes et ces femmes de l'ombre dont on ne sait pas grand-chose, sauf si on lit ou on sait aller sur les bons sites. Ce Martin Hirsch, dont je vous invite à aller voir la vidéo d'Éric Morillo avec Juan Branco, il dit beaucoup de choses dessus parce que Juan Branco était à l'intérieur du système et il a su le décortiquer pour nous. Juste pour conclure avec Martin Hirsch, vous incitez à écouter une chanson de Georges Brassens qui s'appelle Pauvre Martin. Le pauvre Martin de Georges Brassens est un homme d'honneur, est un homme de dignité, est un homme du peuple, comme vous et moi, qui n'a rien à voir avec ces gangsters, entre parenthèses, qui nous gouvernent. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez bien. Je vous remercie.